Imaginez une petite minute. Un jour, un scientifique un peu fou vous force à tester sa machine à remonter le temps. Et pour cela, il vous dit de choisir n'importe quelle époque durant le Mésozoïque. Alors, laquelle choisisseriez-vous? Beaucoup d'entre elles conduiraient sans doute à une fin un peu enviable. Mais parmi toutes, s'il y en a bien une que vous ne devriez jamais, jamais choisir, ce serait 150 millions d'années avant notre ère. Comme durant la majeure partie du Mésozoïque, les dinosaures régnaient en maître sur le globe. Mais même selon les standards des terribles lézards, beaucoup furent particulièrement cauchemardesques. En effet, beaucoup de paléontologues considèrent que ce fut l'âge d'or des sauropodes géants, mais aussi et surtout des théropodes géants. Et même si en claquant des doigts vous effaciez tous les dinosaures d'un coup, il y avait encore des tas d'autres bestioles vous attendant au tournant, avec les continents, les océans et les airs remplis de reptiles, disons, hostiles. Bienvenue au Jurassique supérieur. Bienvenue à Jurassic Park. Mais avant le fun, un peu de contexte. À cette époque, notre monde était quasiment méconnaissable par rapport à aujourd'hui, avec seule l'Amérique du Nord ayant une forme à peu près similaire. Mais c'est là que s'arrête le parallèle, car au sud, il existait un gigantesque continent, le Gondwana. Celui-ci était composé de l'Amérique du Sud, de la péninsule arabique, de l'Inde, de l'Antarctique, de l'Australie et de l'Afrique. Ceci créa le plus grand continent du Jurassique supérieur, qui, à lui seul, aurait couvert 1/6 de la surface de la Terre, et qui, depuis l'espace, donnerait un gigantesque bloc de terre émergé. Néanmoins, ce ne fut pas le continent le plus étrange, mais plutôt la Laurasie, un autre très grand continent composé de l'Europe, du Groenland et de la majorité de l'Asie. En effet, contrairement aux deux autres continents, celui-ci était partiellement recouvert de grandes mers chaudes et peu profondes. Ceci conduisit à l'isolement de certaines régions, avec notamment les pays que nous connaissons réduits à l'état de grandes îles bien distinctes. L'Europe en particulier était un paradis insulaire qui n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Sa position était aussi très différente, celle-ci bien plus proche de l'Amérique du Nord. Pendant ce temps, la Chine était côte à côte avec l'Iran et la Turquie, mais ironiquement très éloignée de l'Inde. Bref, de quoi donner le tournis à un prof de géographie. Mais heureusement, l'océanographie du Jurassique était bien plus simple, avec seulement deux grands océans, le Pacifique et le Tétis. L'océan Tétis était déjà un vieil océan, existant depuis au moins 100 millions d'années. Celui-ci recouvrait l'est du globe, et grâce à une importante activité tectonique qui induisit une montée des eaux, il submergea une large portion de la Laurasie. Malgré ce coup de pouce, Tétis était toujours plus petit que son petit frère, l'océan Pacifique, qui dominait l'entièreté de l'Ouest et ne fit que s'étendre depuis sa création. Le Jurassique supérieur vit aussi apparaître un autre océan très familier, l'Atlantique. Bon, à l'époque, il ressemblait plutôt à une petite mer, enfermée entre l'Amérique du Nord et le Gondwana. De plus, contrairement à aujourd'hui, sa température était bien plus agréable. C'est une caractéristique typique de l'époque, car même dans les régions les plus froides du Pacifique, l'eau de surface restait en moyenne à 17 degrés, soit un peu comme l'eau du robinet. Cette température globale très élevée est souvent attribuée à une intense activité tectonique, amenant à de nombreuses éruptions volcaniques, qui, à leur tour, relâchèrent des tonnes de gaz à effet de serre dans l'air. Aujourd'hui, les paléontologues semblent avoir déniché certains de ces anciens volcans, l'un d'entre eux étant possiblement le plus gros volcan connu, le Tamu. Ce monstre se situe à 1600 km à l'est du Japon et recouvre une surface supérieure au Royaume-Uni, pour une hauteur 2 fois supérieure au mont Sainte-Hélène. Durant ces périodes d'activité, Tamu aurait eu un énorme impact sur l'acidité des océans et la température atmosphérique, conduisant à un climat incroyablement plus chaud qu'aujourd'hui. Pour tout vous dire, la Terre d'il y a 150 millions d'années aurait été la période la plus chaude du Jurassique, avec une température moyenne dépassant les 20 degrés, soit 15% de plus qu'aujourd'hui. On est encore loin du Permien, mais quand même. Avec une telle élévation des températures, la Terre connut des conditions climatiques telles qu'elle ne l'a pas connues depuis le Trias. Ceci conduisit à une soudaine expansion des biomes secs, tels que les déserts et les savanes. Des milieux très rudes pour la vie, amplifiés par des saisons sèches bien marquées et de terribles sécheresses. A contrario, proche de l'équateur, la vie semblait s'épanouir avec de vastes forêts tropicales humides recouvrant la majorité de l'Afrique du Nord. Mais les zones les plus agréables se trouvaient plutôt près des pôles, car à l'époque, les toundras glacées n'existaient pas. À la place, vous auriez eu un climat plutôt tempéré, tel qu'en Europe de l'Est de nos jours. Ces régions étaient tellement plus chaudes qu'aujourd'hui qu'il n'y aurait eu ni glaciers ni banquises, donc forcément la vie était très diversifiée. Et même au sein des milieux arides,
les animaux s'adaptèrent et furent aussi très abondants. Ceci est mis en lumière par certaines formations géologiques, recelant des milliers de fossiles. Les dinosaures en particulier semblaient prospérer à l'époque, atteignant un degré de diversification jamais égalé auparavant. Parmi tous les groupes présents, les plus nombreux étaient les théropodes, sauropodes, néornithichiens et thyréophores, avec souvent plusieurs espèces du même clade présents dans un même écosystème. On peut donc dire que le Jurassique supérieur fut vraiment l'âge d'or des dinosaures. Ceci fut notamment démontré par la fameuse formation Morrison. Elle recouvre une large portion des États-Unis et fut composée d'un assemblage de savanes arides, forêts sèches et plaines frutacées. À l'heure actuelle, on y retrouva pas moins de 40 dinosaures différents, avec au moins 10 théropodes, la plupart capables de chasser des proies de taille humaine. Contrairement au Crétacé, l'Amérique du Nord n'était pas encore dominée par les tyrannosaures, ceux-ci n'étant pas encore apparus. Mais il s'agissait plutôt du royaume des allosaures, le plus commun étant notre ami Allosaurus fragilis, aussi appelé le lion du Jurassique. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit d'ailleurs de l'emblème de la chaîne. Ce prédateur était quasiment inarrêtable, possédant de longues dents tranchantes qui causaient de lourdes hémorragies à chaque morsure, lui permettant d'abattre de nombreux dinosaures différents. Certaines études proposèrent qu'ils auraient même chassé en meute. Dans tous les cas, Fragilis dominait largement ces écosystèmes car il représente 75% de tous les ossements de carnivores retrouvés à cet endroit. Avec un tel nombre, vous pourriez penser qu'il s'agissait plutôt d'une petite créature assez abondante. Mais non, c'est tout l'inverse. Allosaurus fragilis était massif, avec des adultes mesurant en moyenne dans les 8,50 m pour 1,7 tonne. Ceci faisait de lui l'un des plus grands carnivores de son environnement, mais loin d'être le plus gros. Bon allez, frappez-moi, j'assume. Saurophaganax. Oui, je sais, calmez-vous les puristes. Allosaurus anax, si vous préférez. Bref, ce mystérieux animal aurait été l'un des plus gros carnivores terrestres à l'époque. Et bien qu'il fût proche cousin de l'Allosaurus fragilis, il aurait été bien plus massif. Mis à part ça, ces dinosaures semblaient similaires en tout point de vue, possédant tous deux des bras robustes, des griffes acérées, des dents crénelées et de magnifiques petites crêtes sur la tête. Tous deux étaient quand même de beaux bébés, mais ils n'étaient pas seuls. Aux côtés des Allosauridés, vous aviez aussi d'autres théropodes très connus, tels que Ceratosaurus, Torvosaurus et le mystérieux Edmarcarex. Les deux derniers auraient été des mégalosauridés et furent gigantesques, assez comparables aux Saurophaganax en termes de stature. Les plus gros Torvosaurus pouvaient atteindre les 4 tonnes, tandis que l'Edmarcarex aurait pu atteindre les 5 tonnes. Et puis après, vous aviez le dinosaure le plus sous-coté du Jurassique, le Ceratosaurus. Bien que plus petit, certains spécimens pouvaient peser autant que les plus gros ours polaires, donc pas si petit que ça tout de même. Il compensait sa stature grâce à sa vitesse et sa puissante morsure, faisant de lui un prédateur très efficace. De plus, beaucoup sont ceux qui oublient que la majorité des prédateurs n'étaient pas des géants. La plupart des théropodes de la formation Morrison étaient de taille moyenne, aussi grands ou plus petits que Ceratosaurus. Par exemple, les premiers Coelurosaures, d'anciens cousins des Tyrannosauridés, représentaient la majeure partie des espèces carnivores de cet habitat, certains plus grands qu'un humain. Après, vous pourriez vous demander comment ces petits carnivores pouvaient survivre aux côtés des behemoths vus précédemment. Eh bien, la réponse est toute simple, la répartition des niches. Au lieu de s'entretuer ou d'être en compétition directe, tous ces nombreux prédateurs auraient juste chassé différentes proies, ce qu'on appelle communément les niches écologiques. Nous avons l'exemple de Ceratosaurus et Allosaurus. Le premier chassait plutôt près des cours d'eau, tandis qu'Allosaurus chassait plutôt dans les milieux ouverts et secs. Ceci aida à maintenir un certain statu quo dans un milieu infesté de théropodes. Mais comme à de nombreux endroits du monde, l'Amérique du Nord était sujet à de terribles sécheresses qui auraient déclenché de violentes confrontations chez les carnivores. Certains fossiles la suggéraient du cannibalisme, de violents combats inter- et intraspécifiques, et du charognage. Or, ce fut surtout lors de ces périodes difficiles qu'être petit fut un avantage. Cela signifie que les petits prédateurs auraient eu besoin de très peu de ressources pour survivre, contrairement à un Allosaurus par exemple. Ceci s'applique aussi aux herbivores, car on y retrouva de nombreuses espèces de petits néornithichiens. Plus de 5 genres différents auraient vécu en Amérique il y a 150 millions d'années. Mais deux furent particulièrement communs à l'époque, le Dryosaurus et son grand cousin Camptosaurus, qui aurait quand même atteint une demi-tonne. Malgré leurs différences de taille,
Ces deux créatures auraient eu un régime alimentaire assez proche, composé de plantes basses. Et malheureusement pour eux, ce clade de dinosaures manquait terriblement de défense, et la fuite aurait été leur seule et unique option. Néanmoins, tous les herbivores n'étaient pas aussi fragiles, certains devenant de véritables tanks sur pattes, capables de tenir tête à n'importe quel théropode. Le meilleur exemple est ce bon vieux Stegosaurus, le plus gros herbivore non sauropode d'Amérique du Nord. Certains adultes pouvaient tout de même atteindre les 9 mètres pour 5,5 tonnes. Sans compter sa taille, ce charmant animal possédait aussi un Tagomizer. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien, une arme simple comme bonjour. 4 gros pics faits d'os au bout de la queue, faisant de celle-ci une arme dévastatrice qui aurait même pu percer les os des prédateurs. Ceci est d'ailleurs montré par le fossile de l'Allosaurus, le plus malchanceux de tous les temps. Mais Stegosaurus n'était pas le seul à être bien protégé, car ces terres vit naître un nouveau groupe de dinosaures. Voici Mimurapelta, l'un des plus vieux ankylosaures connus. Celui-ci était bien plus petit que ses futurs cousins, avec des adultes ne pesant pas plus de 562 kg. Mais notre ami possédait déjà la fameuse armure qui rendait ce groupe si particulier, celle-ci composée d'ostéodermes recouvrant la majeure partie de son dos. Ces plaques osseuses variaient grandement en termes de taille et de forme, certaines assez tranchantes d'ailleurs, particulièrement au niveau des points faibles de son armure. Mais malheureusement pour lui, pas de Tagomizer ou de massue au bout de la queue. Ainsi, de nombreux restes fossiles indiquent que les théropodes menaient la vie dure à ce petit ankylosaure. Car oui, même avec une peau blindée, ses défenses n'étaient parfois pas suffisantes, ceci aussi visible chez Gargoylosaurus et Alcovasaurus. Bon, ça commence à faire pas mal de dinos à retenir, hein? Eh bien, vous savez quoi? Ça ne fait que commencer. Vous devez bien comprendre qu'à l'époque, ils étaient vraiment les maîtres du monde. Et qui de mieux pour illustrer cela que les plus abondants de tous, les plus grands animaux terrestres qu'ait connu notre planète, les sauropodes. En effet, il y a 150 millions d'années, les continents étaient dominés par ces animaux, et ils furent particulièrement abondants en termes d'espèces et de nombre. Camarasaurus aurait notamment été le dinosaure le plus commun de tout l'hémisphère nord. Mais ce géant était loin d'être seul, et de nombreuses familles de sauropodes différents se partageaient le globe, les deux plus diversifiés étant les diplodocidés et les macronariens. Ces deux taxons comportaient de nombreuses figures iconiques, telles Brachiosaurus, Diplodocus, Supersaurus, Barosaurus, Brontosaurus, Apatosaurus et mention honorable à Marapunisaurus, qui bien que n'ayant pas appartenu à ces deux clades, fut tout de même particulièrement énorme. Tous les sauropodes de l'époque, même ceux non cités, étaient proprement gigantesques, les plus petits dépassant déjà les 13 tonnes, tandis que les plus gros atteignaient les 70 tonnes. Naturellement, avec une telle diversité, la formation Morrison époustoufla la communauté scientifique. Mais au final, cette région n'était pas si extraordinaire que cela, car le monde entier était dominé par des dinosaures géants. De plus, certaines espèces identiques pouvaient être retrouvées à d'autres endroits. Par exemple, si vous tentiez d'échapper aux Allosaurus, Ceratosaurus et Torvosaurus en prenant un billet pour l'Europe, eh ben pas de bol, ils vous auraient accueilli à votre arrivée. De même, vous aurez pu observer de majestueux troupeaux de sauropodes géants au Gondwana, ou des restes ayant possiblement appartenu à Brachiosaurus, Barosaurus et Camarasaurus y furent retrouvés. Il semble aussi que chaque continent ait connu une faune assez similaire à Morrison. Par exemple, la Tanzanie vit apparaître le girafe à titan, un cousin du Brachiosaurus qui occupait la même niche écologique. Dans ce pays, vous auriez aussi pu retrouver le Kentrosaurus, un proche cousin du Stegosaurus. En Europe, ce fut exactement pareil, avec certains sauropodes tels Océanotitan et le Stegosauridé d'Akentrurus. Mais là où l'Europe et le Gondwana se différenciaient de l'Amérique du Nord, ce fut avec l'apparition de nouveaux théropodes géants, avec notamment les premiers Carcharodontosauridés. Ceux-ci sont caractérisés par de longues épines neurales, des bras assez longs et un grand crâne fin. Des traits qui permirent à ces monstres carnivores de dominer le Crétacé inférieur. Le premier aurait été Veterupristisaurus, apparu il y a 154 millions d'années en Tanzanie. Un beau morceau qui aurait pesé dans les 1,65 tonnes et devait chasser un mix de stégosauridés et de jeunes sauropodes. Pendant ce temps, en Chine, un autre théropode dominait ces terres, le Yanchuanosaurus. Évidemment, on parle d'une bestiole carnivore peu amicale, celui-ci aussi long que Torvosaurus, ayant pu peser dans les 3 tonnes 4, faisant de lui le plus grand prédateur d'Asie à l'époque.
De plus, vous pourriez le prendre pour un gros Allosaurus, car tous deux étaient d'assez proches cousins et possédaient certaines caractéristiques en commun. Cependant, Yanchuanosaurus n'était pas un allosauridé, mais plutôt un métriacanthosauridé, ce qui signifie lézard à épines moyennement grandes. Donc il n'est pas surprenant que leur principale caractéristique soit des épines dorsales moyennement grandes. C'est bien, il y en a qui suivent. Mais outre Yanchuanosaurus, l'Asie possédait une faune assez similaire à Morrison, avec les 4 mêmes groupes dominant ce continent. Les plus connus furent notamment Mamenchisaurus, Yingshanosaurus, Daanosaurus et Lechanosaurus. Bon allez, je laisse les dinosaures de côté un moment, car le Jurassique supérieur accueillit aussi nombre d'autres animaux, les plus diversifiés étant les crocodiloformes. Tout comme leurs cousins dinosaures, ceux-ci variaient grandement en termes de taille et de forme, occupant nombre d'habitats différents. Néanmoins, ils étaient bien plus petits que les terribles lézards. La plupart, comme l'Amphicotilus, étaient semi-aquatiques, chassant plutôt les poissons, amphibiens et tortues de leur habitat. Certains pouvaient aussi être terrestres, et bien plus étranges à nos yeux, tel Alopus, un animal se déplaçant sur 4 longs membres, lui donnant une allure très perturbante. Bon après, plus de peur que de mal, car Alopus était une créature assez petite, ne dépassant pas les 30 cm de haut, et chassant surtout de petits animaux. De même, la plupart des autres crocodiloformes terrestres étaient plutôt petits, sans doute à cause de la compétition avec les dinosaures. Un autre groupe ayant souffert de la tyrannie des reptiles géants fut nos propres ancêtres, les mammaliaformes. À la fin du Jurassique, ces derniers étaient déjà assez anciens, ceux-ci étant apparus au début du Trias, et ils avaient déjà colonisé de nombreuses niches écologiques. Quelques fossiles montrèrent que certains auraient même pu planer, grimper aux arbres, ou encore avoir un mode de vie semi-aquatique. Leur alimentation était aussi très diversifiée. Certains étaient des herbivores stricts, tandis que d'autres auraient été des carnivores ou omnivores, tels Guimarotodon, qui auraient pu se nourrir de carcasses de dinosaures. Malheureusement pour eux, les mammaliaformes restaient très petits, souvent pas plus gros qu'une musaraigne, et durent attendre encore 84 millions d'années avant de pouvoir prendre leur essor. Néanmoins, il existait un autre groupe qui lui se portait bien mieux, les ptérosaures. Cela faisait déjà 80 millions d'années qu'ils avaient conquis les cieux avec aucun concurrent direct. Mais étrangement, ces reptiles ne semblaient pas aussi prospères qu'on pourrait l'imaginer, car même s'ils étaient présents partout sur le globe, on ne retrouva pas beaucoup de fossiles datant du Jurassique supérieur. Ces derniers semblaient surtout occuper les milieux marins ou côtiers, des écosystèmes où ils pouvaient se repaître de tout un tas de poissons, d'insectes, de fruits de mer et de carcasses. Il a été proposé que les plus grands ptérosaures de l'époque auraient tout de même pu chasser de petits animaux terrestres, à l'image du plus grand d'entre eux, le Lusocnatus. Ce reptile volant vécut en Europe et aurait été énorme par rapport à ses contemporains, avec une envergure estimée à 3,60 m de bout en bout. Ceci couplé à ses dents acérées lui aurait permis de chasser d'autres ptérosaures, ces derniers souvent moitié moins grands que lui. Après, on est encore très loin des astarchidés géants du Crétacé, mais on s'en rapproche gentiment. Étant le roi des cieux du Jurassique, Lusognathus n'avait pas grand-chose à craindre. Du moins pour le moment, car au plus profond des forêts allemandes, un nouveau groupe tenta de prendre son envol, les avialiens. Ces derniers étaient encore très rares à l'époque, avec un seul genre connu, l'Archaeopteryx. Ce petit dinosaure fut une découverte monumentale pour la paléontologie, étant le premier avialien connu capable de voler. Il existe d'autres concurrents à ce titre, ceux-ci vieux de 165 millions d'années, mais leur classification et leur aptitude à voler restent encore à débat. L'Archaeopteryx aurait utilisé cette nouvelle capacité pour chasser de petites proies, incluant divers reptiles et insectes, ainsi que pour échapper aux prédateurs. Après tout, il s'agissait d'un petit animal, à peu près aussi grand qu'une pie moderne. Avec tant de créatures étranges tout autour de vous, vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que les eaux étaient aussi grouillantes de vie. Il existait une différence de taille toutefois. Là où nombre de créatures terrestres étaient fascinantes et majestueuses, les bêtes tapis sur la surface étaient toutes plus ou moins perturbantes ou monstrueuses, notamment les plésiosaures. Ces reptiles étaient identifiables par leur corps aplati, une courte queue, 4 puissantes nageoires, et étaient présents partout sur le globe. Ces créatures variaient grandement en termes de taille, et beaucoup devinrent de terribles prédateurs, avec notamment des habitués de la chaîne, les pliosaures. Bien que l'on associe souvent les plésiosaures avec un long cou étroit, les pliosaures, eux, avaient un cou assez court et un crâne gigantesque, celui-ci rempli de dents larges et tranchantes, parfaites pour abattre des animaux de grande taille.
Vous avez sans doute déjà entendu parler du fameux Liopleurodon, mais celui-ci s'éteignit quelques millions d'années auparavant. Mais pas de panique. Enfin, si du coup, car la fin du Jurassique abritait un prédateur encore plus gros et terrifiant, Pliosaurus. Les adultes de ce genre pouvaient aisément atteindre les 10 mètres et dépasser les 10 tonnes. Avec une telle taille, ils pouvaient tuer tout ce qui passait à leur portée, incluant ces pauvres requins. Mais ça ne veut pas dire que les requins étaient insignifiants, car bien que discrets, ceux-ci s'étaient bien remis de l'extinction du Permien et représentaient à nouveau une menace pour de nombreux autres animaux, tels les poissons et d'autres reptiles iconiques du Mésozoïque, les ichthyosaures. Bien que ces reptiles marins fussent les maîtres des océans du Trias et du Jurassique inférieur, ils connurent une diminution de taille assez drastique au Jurassique supérieur, probablement due à la compétition avec les plésiosaures. Cependant, la bataille entre ces deux taxons n'était pas à sens unique, car les mers peu profondes abritaient encore plusieurs espèces d'ichthyosaures différents, occupant de nombreuses niches écologiques. Certains d'entre eux pouvaient même atteindre les 7 mètres de long. Impressionnant certes, mais loin des léviathans du Trias. Enfin, nos derniers reptiles du jour furent particulièrement étranges et bien plus menaçants que les ichthyosaures. Voici les thalassosuchiens, ou crocodiles de mer. En réalité, il ne s'agissait pas de crocodiles à proprement parler, mais plutôt de lointains cousins ayant une allure assez similaire. Les différences les plus notables seraient leurs membres et leur queue, qui, chez certains genres, évoluèrent en nageoires. Comme beaucoup, ces crocos étaient présents partout sur le globe, et furent même des super prédateurs en certains endroits. Ils avaient des dents assez fines et crénelées, leur permettant d'arracher sans souci des lambeaux de chair à leur proie. Il s'agissait surtout de divers actinoptérygiens, ichthyosaures, petits plésiosaures et tortues de mer. Les deux plus grands thalassosuchiens de l'époque auraient été Dacosaurus et Machimosaurus, ce dernier étant d'ailleurs l'un des plus grands membres de ce clade. En effet, ce cher Machimosaurus aurait pu atteindre une taille respectable de 7 mètres de long. Si vous êtes intéressé, ils auront bientôt leur propre vidéo. Bon, si avec tout ça vous voulez toujours voyager au Jurassique supérieur, je peux plus rien pour vous. Après, peut-être était-ce juste un avant-goût, car nous allons voir en 2026 que les choses partent encore plus en sucette au Crétacé. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.